profonde au sens de la norme, donc là, l'application, le point de repère réglementaire, ça c'est la norme 94-262. Alors, quelques notions préliminaires. Donc, sous l'effet d'une charge en tête, une fondation profonde, que ce soit un pieu, un micropieu, etc. Le principe, c'est qu'on va équilibrer cette charge par frottement et par un terme de pointe. Après, quand on s'intéresse par exemple à des pieux de très faible diamètre ou à des micropieux, le terme de pointe est négligé et c'est surtout par frottement. Et si à l'inverse, vous avez un pieu, on va dire, qui descend au rocher, le terme de frottement, il va être peut-être pas nécessairement prépondérant et c'est le terme de pointe qui va prendre le dessus. En tout cas, l'idée, c'est que dans le concept de fondation profonde, c'est qu'on équilibre cette charge par, on va dire, par la superposition de deux mécanismes, le frottement latéral et le terme de pointe. Quand on atteint la rupture, ça veut dire quand on sature tout le frottement disponible et toute la contrainte en pointe disponible, on part de charge de rupture, c'est la somme des deux, on va dire. Et puis là aussi, si on trace la courbe si on représente la courbe de chargement, il faut imaginer que pour les pieux ou les inclusions ou les micropieux, on fait régulièrement des essais de chargement, ça veut dire on a régulièrement des retours d'expérience, on voit ce que je vais vous raconter. Et en l'occurrence, ce que je vous raconte, c'est que finalement, ce qu'on avait vu hier, c'est qu'au début, on a une phase où les déformations sont faibles, un comportement presque élastique, pseudo-élastique, et puis très peu de fluage, jusqu'à atteindre un niveau de chargement qu'on qualifiait de charge de fluage, et au-delà duquel, effectivement, ce niveau de chargement fait apparaître des déformations qui ne se stabilisent pas nécessairement avec le temps, des déformations qui sont fortement irréversibles, la plasticité, etc. Encore une fois, donc, toutes les règles de dimensionnement sont pensées pour faire travailler le pieu à l'ELS dans ce domaine-là, d'accord, avec une sécurité suffisante par rapport à la charge de fluage. Donc, pour dimensionner un pieu, et avant de calculer de tassement ou quoi que ce soit, on va garantir qu'on a une capacité portante qui respecte ces sécurités-là par rapport à la charge de fluage, par rapport à la charge de rupture. Et donc, pour dimensionner un pieu, on va manipuler ces deux notions-là, donc la charge de rupture et la charge de fluage. Alors, donc quelques définitions. Quand vous avez le frottement unitaire ici, on va dire par le long du pieu, la résultante ou la somme de ces frottements unitaires mobilisés dans chaque couche vous donne ce qu'on appelle la résistance limite par frottement. C'est l'intégrale on va dire, du frottement le long du fût. Et puis vous avez ici la résistance limite en pointe. C'est la contrainte mobilisable en pointe, la contrainte limite en pointe, comptabilisée sur l'aire d'assise du pieu en pointe. Et puis ensuite, la somme des deux, c'est ce qu'on appelle la charge de rupture, celle qui conduit donc à la rupture du pieu. Et encore une fois, ce que je vous avais dit pour les fondations superficielles, il est valable pour les fondations profondes, c'est-à-dire que la charge de rupture est définie conventionnellement comme étant la charge qui provoque un enfoncement de 1/10 du diamètre. Donc, quand vous avez un pieu de 1 mètre, la rupture va être observée vers un tassement conventionnel. La rupture conventionnelle correspond à un tassement de l'ordre d'une dizaine de centimètres. On va dire plus 7, 8, voire une dizaine de centimètres. C'est ça l'ordre de grandeur. Et puis après, la charge de fluage, celle qui marque donc l'amorce de ce mécanisme de fluage, et celle qu'on ne doit pas du tout dépasser, donc on doit fixer une sécurité à l'ELS par rapport à cette charge de fluage, elle s'obtient, donc ça c'est vraiment des retours d'expérience qui ont permis de calibrer ces règles-là, qu'on retrouve maintenant dans les normes, etc. Et en l'occurrence, pour un pieu qui ne refoule pas le sol, quand on dit un pieu qui ne refoule pas le sol, ça veut dire un pieu foré. C'est-à-dire qu'un pieu, pour le mettre en place, j'ai extrait d'abord le sol avant de le mettre en place. Donc typiquement un pieu foré, par exemple, foré béton, donc réalisé par l'intermédiaire d'un forage préalable. Et puis par opposition, un pieu qui refoule le sol, c'est un pieu par exemple foncé, battu. Donc ce pieu-là va refouler le sol, c'est-à-dire il va venir resserrer le terrain autour du pieu. Donc ça induit évidemment une augmentation de la contrainte en place. Et donc, quand vous avez un pieu qui ne refoule pas le sol, la charge de fluage, c'est 70% du frottement, 50% du terme de pointe. Et quand vous avez un pieu qui refoule le sol, c'est 70% sur les deux. Donc, ça veut dire un pieu qui refoule le sol, il a une charge de fluage qui est plus grande par rapport à un pieu qui ne refoule pas le sol. Voilà. Et donc voilà, donc c'est juste quelques définitions. Et puis après, quand on regarde la norme d'application française pour les fondations profondes, on a décomposé, on distingue les pieux selon leur mode de mise en œuvre. Hier, quand on a parlé des fondations, à aucun moment j'ai insisté sur le mode de mise en œuvre, comment la fondation est mise en œuvre, sauf peut-être pour la question de glissement. Voilà. Mais pour la question de portance,
et pour la question de tassement ou la question de le radier, etc., le mode de mise en œuvre, il importe peu, contrairement à une fondation profonde. Une fondation profonde, le mode de mise en œuvre a une influence très importante sur la résistance, par exemple par frottement que je vais pouvoir mobiliser, ou la résistance en termes de pointe. Donc c'est pour ça qu'on insiste dans le dimensionnement sur le choix de mode de mise en œuvre, donc la technique de mise en œuvre. Donc est-ce que c'est par forage? Donc ça c'est la catégorie 1, ce sont des pieux qui ne refoulent pas le sol, donc des pieux réalisés par l'intermédiaire d'un forage préalable, donc un forage simple, un forage avec une stabilisation des parois de forage par de la boue de forage, un forage avec un tubage qui sert donc de soutènement, selon que l'on récupère ou pas le tube ici. Et puis, vous avez ici, par exemple, la catégorie 2, la classe 2, c'est des forêts tarières creuses, simple rotation ou double rotation. Donc là, on commence à rentrer dans des... Donc là, c'est intermédiaire, on va dire, et là, vous rentrez pleinement dans des domaines où le sol est refoulé. Donc là, vous avez des pieux vissés, moulés, vissés tubés, vous avez des pieux, par exemple, battus. Donc là, c'est clairement la technique, on va dire, ancestrale et qui permet qui conduit donc à un refoulement significatif de terrain. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est battu à acier ouvert en pointe, des profilés H, des pales planches battues ou des micropieux. Donc là, c'est plus des techniques, par exemple, d'injection, quand on parle des micropieux de classe 8. Donc, ça veut dire des techniques d'injection de type 3 ou 4. Après, encore une fois, l'objet de la... Donc là, je vous fais des rappels, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Hein. Donc, c'est juste pour... C'est ces catégories-là, vous allez les trouver dans le logiciel. Donc, c'est simplement pour rappeler ce que c'est. Et puis après, la vérification de la capacité portante aux états limites ultimes, maintenant. Donc, ce que va faire FontProf, c'est que l'idée, c'est à l'état limite ultime, à l'ULU, on va s'assurer que la charge appliquée n'excède pas la charge de rupture, moyennant une sécurité. D'accord? Et cette sécurité-là, c'est on va dire, le produit de 3 coefficients. Vous avez un coefficient qui vient des eurocodes, c'est un facteur partiel de résistance, le gamma R. Et puis, vous avez des facteurs on va dire, qui sont propres aux règles françaises et qui visent à rendre compte de la fiabilité que l'on a sur tel ou tel type de terrain, sur telle ou telle technique, en fonction du modèle de calcul. Est-ce que c'est à partir des essais CPT ou pressiométriques, etc. Et donc, c'est le produit des 3 qui constitue donc la sécurité que l'on met. Et cette sécurité, elle est rappelée ici, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ça dépend du mode de mise en œuvre. Et ça dépend aussi du modèle de calcul. Est-ce que je calcule par corrélation avec, donc je calcule quoi? Je calcule les QS et les QP par corrélation avec le pressiomètre ou le CPT, ou je calcule en compression ou en traction. Donc en traction, par exemple, si je prends le cas d'un pieu forêt, c'est ici, bah, en compression, à partir d'un dimensionnement fait à l'issue de décès PMT, pressiométrique, bah, on va exiger 1,4 à l'ULU fondamental. D'accord? Et puis, à l'ULU fondamental, toujours en traction, ça serait 1,8 à peu près. D'accord? Et puis, par exemple, si vous prenez le cas de micropieux qui sont là, par exemple dans des terrains sableux, bah, ça serait 1,7 en compression et 2,15 en traction. Et ça, c'est l'ELU fondamental. Et puis le lait accidentel, c'est ce que vous avez en deuxième ligne, 1,27, etc. Donc ça, ces coefficients-là, c'est le logiciel qui va les choisir en fonction de la combinaison de charges, etc. À l'ELS maintenant, c'est la limite de service, et donc ça veut dire que ce soit ELS QP, ELS caractéristique, bah, vous avez des niveaux de sécurité, mais qui sont à prévoir par rapport à cette charge de fluage, celle qui amorce, qui traduit l'amorce de déformation de type fluage, de plasticité, etc. Et donc, en l'occurrence, par exemple, en compression, on va exiger 1,4 par rapport à cette charge de fluage, qui est elle-même, je rappelle, elle-même, une fraction de la charge limite. Hein. Donc, ce qui correspond, pour donner un ordre d'idée, ça correspond à une sécurité globale de l'ordre de 2 entre la charge appliquée à l'ULS et la charge de rupture, d'accord, l'ordre de grandeur. Et puis après, voilà, donc vous avez différentes, évidemment toujours une distinction, donc il y a plus de sécurité qui est appliquée, à prévoir sous on va dire en traction qu'en compression. Et en particulier, vous avez des petites étoiles ici, en l'occurrence, à l'ELSQP.
Le LS quasi permanent, ça veut dire si vous avez des pieux qui sont amenés à supporter des charges de traction en permanence, alors soit c'est une mauvaise conception, soit c'est effectivement ça peut être par exemple des poussées d'eau hein, permanente. Et à ce moment-là, bah, effectivement, on exige une sécurité qui est en réalité plus faible que ce qui est indiqué. Ça veut dire en fait ce qui est indiqué, c'est sous réserve de faire des essais. Que j'ai des essais de pieux, des essais de traction sur les pieux par exemple. Et si on ne fait pas d'essai, on applique forfaitairement une sécurité beaucoup plus grande, c'est 4,7 sur la charge de fluage. Donc, et si on fait des essais, c'est à ce moment-là qu'on bénéficie de ce 2,31. Cette subtilité-là apparaît aujourd'hui dans le logiciel. C'est-à-dire le logiciel, il vous demandera est-ce que vous prévoyez des essais ou pas. Et ça, c'est des choses qui font consensus dans le cadre de la norme actuelle. Ensuite, maintenant, bon, c'est juste pour vous donner quelques points de repère, on va dire théoriques sur comment calculer le QS, par exemple. Donc, quand vous travaillez à partir de pressiomètre, le QS est calculé par corrélation avec PL. Donc, le QS, c'est le produit d'un facteur qui tient compte de la technique de réalisation fois un facteur qui tient compte de la résistance du sol, pour simplifier. Ce facteur qui tient compte de la résistance du sol, il a cette expression, il obéit à cette expression-là. Donc, les valeurs de A et B, comme vous pouvez le voir, étaient ponts de type de sol, etc. Et là, vous avez le PL. Et puis, ce facteur alpha pieux sol, c'est quelque chose qui est donné ici. Et donc, ça dépend évidemment de la catégorie de pieux et du type de sol, évidemment. Et donc, ça peut varier. On peut amplifier ce facteur, ce F sol, d'un rapport de 0,5 à 2, par exemple, en ordre de grandeur. Ensuite, à partir du CPT, c'est le même formalisme. Donc, il y a un facteur F sol qui dépend de QC, et puis on vient le modifier par un facteur de corrélation qui dépend de la technique de réalisation. Et ce facteur de corrélation, là aussi, vous avez la valeur dans le tableau ici. Donc ça, c'est des choses pareilles, c'est des choses que vous n'êtes pas amené à rentrer vous-même. Vous pouvez imposer le QS, vous avez la possibilité d'imposer le QS, mais le logiciel est capable de le calculer à partir du PL ou du QC en fonction du type de sol et en fonction de la catégorie de pieux. Et puis après, l'idée, c'est que par contre, ça c'est plus, on va dire, une demande des bureaux de contrôle, notamment, c'est QS, la valeur qui est obtenue ici, en réalité, c'est ce que montrent les bases de données d'essais actuelles. Hein. C'est ce qu'on voit dans les bases de données, ce sont ces valeurs-là, mais néanmoins, on demande de plafonner, et c'est ce qui est donc demandé dans la norme, de plafonner à une valeur limite de QS max, et ce QS max est donné ici. Par exemple, pour un pieu foré dans du sable, on ne va jamais dépasser 90 kPa, indépendamment de la résistance du sable et indépendamment de ce que donne cette quantité-là. D'accord ? Après, voilà, quand on fait des essais, on est capable donc de s'affranchir de cette limitation, des essais de chargement sur des pieux, et donc d'optimiser le dimensionnement si besoin. Voilà. Donc ça, ce plafond-là va aussi être appliqué automatiquement par le logiciel. Donc ça, c'était pour le terme de frottement. Et puis ensuite, pour le terme de pointe, la contrainte en pointe, ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré pour les fondations superficielles, c'est KPPL, on va dire. Le KP, c'est un facteur de portance qui dépend de comment on a mis en œuvre le pieu et dans quel type de sol. Et le PL, c'est la moyenne des PL, on va dire, le PLE étoile, c'est la moyenne des PL autour de la base du pieu. Donc cette moyenne est calculée sur une profondeur, pour donner un ordre d'idée, ici, une profondeur à peu près de 1,5 fois le diamètre ici, et là, l'ordre de grandeur, c'est un demi-diamètre. Voilà. Et puis, vous avez ce KP-là que vous voyez ici, c'est un facteur qui va faire intervenir, donc ce que je disais, la technique de réalisation, le mode de mise en œuvre, le type de sol, mais aussi de combien on est ancré dans le terrain porteur. Et donc, cette profondeur d'ancrage est définie de cette façon-là. Donc, en réalité, on va définir une profondeur d'encastrement, d'ancrage équivalente, qui, en fait, ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré pour les semelles. Donc, on va comparer les pressions limites situées au-dessus de la base du pieu par rapport au PLE étoile. Donc, si vous avez des terrains qui sont de très faibles caractéristiques au-dessus de la base du pieu, cette quantité-là va être faible et le D va être nul. Ça veut dire, si vous avez, par exemple, vous traversez 10 mètres de phase et vous vous posez sur du rocher, la profondeur d'encastrement est nulle. Voilà. Mais si maintenant vous traversez des terrains qui sont de résistance ou de rigidité comparable, avec des PL qui sont de même ordre de grandeur, la profondeur d'ancrage, c'est quasiment la longueur du pieu. C'est ça l'idée.
Et donc, au fait, l'idée, connaissant cette profondeur d'ancrage, d'encastrement ou d'ancrage, au fait, on va venir maintenant choisir, calculer un KP comme on va dire par interpolation, comme une valeur intermédiaire entre 1 et une valeur maximale de KP max. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas du tout encastré, t égale à 0, vous allez trouver, si vous remplacez t égale à 0, vous allez trouver 1. Et si vous êtes suffisamment encastré, c'est à ce moment-là qu'on va bénéficier du KP max, le facteur de portance maximale. Et les valeurs de KP max, comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose qui dépend de le mode de mise en œuvre, par forage, par battage, par fonçage, etc., et du type de sol. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, vous avez, pour des pieux battus dans du sable, c'est 3, le KP max. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut être suffisamment ancré dans le terrain. Et le suffisamment ancré, ça veut dire qu'il faut avoir une profondeur d'encastrement équivalente de 5 fois le diamètre. Voilà, c'est ça. Autrement, ça sera une valeur intermédiaire entre 1 et KP max. Et puis, on va trouver la même logique. Donc, voilà, même logique pour un dimensionnement à partir de l'essai au pénétromètre statique, à partir de CPT. Donc, la contrainte en pointe, c'est KC fois QCE. Le QCE, c'est la moyenne du QC autour de la base du pieu. Et puis là aussi, on introduit une notion de D équivalent qui vise à comparer ce qu'il y a au-dessus de la base par rapport au PLE, au QCE, pardon. Et puis après, on va interpoler entre une valeur maximale, KC max, qui est indiquée ici, et une valeur minimale, KC min, on va dire, qui correspond à un encastrement nul, et qui est indiqué là. Donc, c'est ce que va appliquer FontProf en fonction donc, de la profondeur d'encastrement, de type de sol, de mode de mise en œuvre. Dans FontProf aussi, vous allez trouver deux façons de travailler, soit, encore une fois, un traitement par mesure, soit un traitement par couche, sachant qu'en toute rigueur, si on veut appliquer, comme ce qu'on avait dit hier pour les fondations superficielles, ce qu'on veut appliquer, les coefficients de sécurité qui sont implémentés dans FontProf, c'est un modèle de terrain qu'il faut considérer, donc c'est un travail par couche. Mais par contre, FontProf permet aussi le travail avec un système de sécurité personnalisé, par exemple. Et à ce moment-là, on peut par exemple être amené à travailler avec un autre cadre réglementaire et donc appliquer d'autres types de coefficients de sécurité et éventuellement travailler par mesure. Donc, mise en œuvre dans Foxta, ce que vous allez lui indiquer, c'est que le type de pieu, sa section, et puis le type de sol, les propriétés, les mesures, les résultats d'essai qui sont disponibles. Et puis après, FontProf est capable donc d'évaluer les frottements limites, le terme de pointe et les capacités portantes. Et ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est qu'en réalité, le résultat qu'il va vous donner, c'est une courbe de portance, c'est-à-dire qu'il va faire en réalité systématiquement plusieurs calculs. Quand vous dites calculez-moi la capacité portante pour 20 mètres, en fait, il va quand même calculer la capacité portante pour, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 mètres de longueur. Donc, en fait, il va vous donner en fait, les capacités portantes disponibles, mobilisables pour différentes longueurs possibles du pieu jusqu'à 20 mètres. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire cette courbe de portance. Puis après, vous avez la possibilité de contrôler la contrainte de compression dans le béton et de dire, finalement, j'ai un béton de telle classe et qui est capable de supporter telle contrainte. Et donc, à ce moment-là, ce plafond-là, lié à ce que peut supporter le béton, donc à la saturation du béton, va être intégré dans les calculs de portance. Voilà, donc je propose de faire un petit exercice d'application. Donc, vous avez l'énoncé en page 19, d'accord? Donc, ce qu'on va rentrer dans l'onglet paramètres généraux. Donc, c'est un calcul à partir du pressiomètre. Vous avez ici 4 couches de sol, un pieu foré, bout. Donc, c'est une technique de barrette, par exemple. C'est un pieu de grande longueur, en ce sens que, en fait, d'un point de vue normatif, grande longueur, ça veut dire plus que 25 mètres. Et puis, quand on a un pieu de grande longueur, en fait, réglementairement, on doit pénaliser le frottement sur les premiers mètres. Pourquoi? Parce que pour ces techniques-là de mise en œuvre, par exemple par forage, l'outil de forage va faire beaucoup d'allers-retours. Et ces allers-retours-là, qui vont impacter essentiellement les premiers mètres, en fait, qui vont voir passer l'outil plusieurs fois, vont dégrader la paroi de forage, ils vont dégrader donc le frottement. Donc c'est pour ça qu'on va cocher pieu de grande longueur, le programme limite le frottement à 50% de sa valeur théorique sur les premiers mètres. Et quand je dis premiers mètres, c'est sur les premiers mètres situés à 25 mètres au-dessus de la pointe. C'est-à-dire, quand vous avez un pieu de 30 mètres,
ça va dégrader sur les 5 premiers mètres, L-25. Et si vous avez un pieu de 28 mètres, ça va dégrader sur les 3 premiers mètres. Voilà. Travail en compression, maintenant si vous avez un pieu de 20 mètres, il n'y a pas de dégradation. Voilà. Travail en compression, il vous indique ici les pondérations qui s'apprêtent à appliquer, et puis on va définir les couches. Vous allez introduire juste les PL, ces valeurs de QS, KP et gamma RD, etc. Vous avez un bouton ici qui permet de les remplir. Voilà, c'est l'idée. Donc, ce que vous êtes en réalité, ce que vous avez besoin d'introduire, c'est le PL. Après, vous avez la possibilité, bien évidemment, de forcer le QS. Et le type de calcul, bah, vous avez deux types de calcul. Soit vous vous dites, j'ai besoin d'une charge ou une contrainte imposée à reprendre en tête pour telle ou telle combinaison et trouvez-moi la longueur qu'il faut. Donc ça, on va appeler ça un calcul à contrainte aux charges imposées. Et si, une autre façon de faire, c'est de dire, bah, finalement, j'ai besoin d'explorer telle longueur. Par exemple, jusqu'à 30 mètres de longueur, j'ai besoin d'explorer les capacités portantes que l'on pourrait mobiliser. Et donc, à ce moment-là, il va vous sortir ces courbes-là jusqu'à 30 mètres de longueur. Et ça vous permet de voir, en fonction des différents cas de charge ou des combinaisons de charges que vous avez, quelle est la longueur qu'il faut pour chaque point d'appui, par exemple, du bâtiment, etc. Et puis, on va aussi, dans le cas de cet exercice, demander un contrôle de la résistance de compression du béton. Donc, on indique le FCK, donc 25 MPa, on indique le Cmax, 35 MPa, et puis vous avez les valeurs K1, K2, K3 qui sont indiquées. Et ça, c'est quelque chose qui dépend de type de contrôle que l'on a. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va dire purement réglementaire, que vous pouvez donc trouver, qui est décrit dans la norme 80 262. Il y a des valeurs par défaut qui sont proposées qui correspondent, on va dire, à un contrôle minimal. Mais si vous avez un contrôle renforcé du pieu, on peut optimiser ces valeurs. D'accord? Prédimensionnement, on peut partir sur les valeurs par défaut. Et puis, si c'est un pieu en béton armé, normalement, on gagne 20% un petit peu sur la contrainte de compression. Donc, vous pouvez coucher cette case-là. Et avec ça, le programme va contrôler le long du pieu, va contrôler que la capacité portante que l'on calcule n'excède pas ce que peut supporter le béton. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport on va dire, aux aspects théoriques, aux réglementaires propres au calcul de portance d'un pieu d'une fondation profonde, ce que je viens de présenter?